graphique classique euh, de, d'une bande dessinée d'aventure, mais en même temps, quand on regarde la double page comme ça, euh, et on se dit, mais il n'y a pas d'autres bandes dessinées qui soient identiques à ça. C'est-à-dire qu'on a des cases qui sont absolument extraordinaires. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a des masses, il y a du mouvement et des silences. Graphiquement, je crois que en fait, Hugo Pratt, dans la balade de la mer Salée, mais dans d'autres aussi, a constamment innové. Et c'est en ça aussi qu'il a été un créateur peut-être inégalé. Alors, reprendre deux, trois phrases sur ma présentation. J'ai noté quelques citations d'Hugo au cours de ses différentes interviews. Il s'est un peu exprimé quand même régulièrement sur ses sources. Il le dit lui-même. Je dirais, dans Corto Maltese, on pourrait retrouver un peu de tout, les peintres classiques, les grands illustrateurs, les pré-raphaélites et même la tapisserie de Bayeux. Et puis, sur les modes d'expression qu'on va un peu plus étudier aujourd'hui, lorsque le pop art est arrivé à son essoufflement, tout le monde a dit maintenant le pop art c'est terminé. J'ai répondu comment si c'est terminé alors je commence. Voilà. Donc on va regarder ça de la même manière sur l'expressionnisme. Quand j'ai envie de verser dans l'expressionnisme, je me laisse aller parce que je me suis toujours servi de l'encre noire comme si c'était une couleur. Je pense qu'il y a de belles paroles. Et juste avant de démarrer dans le vif du sujet, je voulais reprendre une petite citation de Manchette à propos d'Alfred Hitchcock, qui pour moi illustre bien aussi ce qu'on va pouvoir voir. Il parle d'Alfred Hitchcock et il dit, voilà donc un mec qui pousse la maîtrise de l'image jusqu'à mettre du sens dans ce qui, dans l'image, a toutes les chances de demeurer inaperçu. Peut-être aujourd'hui va-t-on lever un tout petit peu le voile sur ce que on ne voit pas forcément. Alors, juste une petite présentation d'Hugo Pratt, parce que Hugo Pratt, on connaît Corto Maltese. Enfin, et encore heureusement, enfin, j'espère que les gens qui assistent à la conférence connaissent Corto Maltese, qui est bien évidemment le héros majeur d'Hugo Pratt. Alors, comme le disait Dominique, c'est un héros qui a vu le jour au début des années 70. En 67, dans la balade de la mer Salée, au début des années 70, dans PIF, même s'il le termine jusqu'à la fin. En fait, il en est à la seconde moitié de sa carrière, comme on peut voir sur cette frise. Et il a bien plus dessiné, en fait, avant Corto Maltese. Vous voyez là les petits bâtonnets qui représentent l'ensemble des cases, le nombre de cases qu'il a dessinées par an au cours de sa vie. Et si on regarde, il a démarré en Italie avec l'As de pique. Il a eu après une grosse période argentine avec un petit break en Angleterre qui a duré une douzaine d'années. Puis de nouveau l'Italie avant d'arriver à Corto Maltese. Il a 25 ans avant et 25 ans après. Mais dans ces 25 premières années, il a effectivement énormément dessiné. Et c'est principalement la partie que nous allons pouvoir étudier plus longuement ce soir. C'est-à-dire que je, je pense, j'ai subdivisé de manière subjective sa, je dirais, son évolution graphique qui est continue, mais par 5 grands moments avec des influences plus ou moins fortes. La première étant liée aux comics américains, et en particulier Milton Caniff, toutes les lectures qu'il a eues enfant puis adolescent. La deuxième, à la fin de la période argentine, l'influence un peu expressionniste, on va voir donc plus en détail, qu'on verra sur des bandes, aussi bandes dessinées de World War, de la Deuxième Guerre mondiale, d'Ernie Pike, un peu d'Anne de la Jungle. La troisième la troisième petite révolution est liée au pop art.
Et donc là, on va le voir effectivement au milieu des années 60, où Hugo Pratt là, s'essaye à la peinture, clairement avec des expositions. Et puis ensuite, mais on n'aura pas le temps de l'étudier réellement aujourd'hui, on a à partir des années 75 le temps de l'aquarelle et le temps des couleurs. Et puis une dernière partie, à mon avis, très intéressante aussi à partir de 1985, les 10 dernières années de sa vie, où on est à la recherche de l'épure et de la ligne. Donc, si jamais on regarde, là je vous avais mis au-dessus, je dirais, les principales bandes dessinées qu'il a dessinées. Hein. Il a dessiné quand même plus de autour de 55 000 cases. 55 000 cases, pour avoir une idée, une référence, un album de Tintin, c'est à peu près 800 cases. Ça fait à peu près l'équivalent de 70 albums de Tintin. Donc, il a quand même dessiné énormément au cours de sa vie, et en particulier dans la période, la première partie, comme on a vu en Argentine, où il a pu avoir des années où il a publié autour de 3500 cases, ce qui est énorme en termes de travail. Alors, juste en dessous, on a toute une série de travaux qui sont en parallèle des bandes dessinées qui ont été faites par Hugo, soit en termes de couverture, d'illustration, de peinture, de sérigraphie, d'aquarelle, et qui sont en parallèle, mais qui vont se nourrir l'une l'autre, ce qu'on va pouvoir voir tout de suite. Donc, au tout début, comme on a dit, 45, il commence à dessiner, et l'influence, c'est les comics américains, et en particulier Milton Caniff. Donc là, c'est une grande découverte en tant que lecteur tout d'abord, en tant que graphiste ensuite. Alors, qu'est-ce que lui apporte Milton Caniff par rapport aux autres dessinateurs américains? Il lui apporte le noir et blanc, les contrastes, c'est-à-dire beaucoup moins de hachures que les autres grands dessinateurs. Il lui apporte aussi un certain décalage dans les traits, c'est-à-dire que ce n'est pas un dessin complètement réaliste, c'est un dessin qui est semi-réaliste, à l'inverse d'autres grands dessinateurs comme comment je vais dire, Alex Raymond, Foster, de la même époque, qui sont très grands dessinateurs, qui sont très réalistes. Là, on a certains personnages qui sont un peu plus caricaturaux. Et il reprendra cette caractéristique dans ses bandes. On a aussi des cadrages très cinématographiques qui apparaissent pour la première fois. Et surtout, le grand apport aussi de Milton Caniff, il est en termes de narration, de technique narrative, d'avoir des personnages qui sont pour adultes, avec des femmes puissantes, des femmes fortes, qui vont le marquer. Alors, Hugo va s'inspirer. Alors, dans un premier temps, il ne va pas seulement s'inspirer. En fait, là, je reprends des cases qui ont été retrouvées par Jean-Dominique Bourrézy et Pascal Leyeuc, où on voit qu'en fait, dans un premier temps, il copie Milton Caniff dans ses bandes dessinées. Donc, en haut, vous avez Milton Caniff, en bas, vous avez Hugo Pratt, à gauche, vous avez des bandes. Alors, il le fait dans deux bandes principalement, l'As de pique et Jungleman, avec des bandes qui sont complètement copiées. Donc, c'est de la copie. Et là, il le fait dans les années 45 à 53 à peu près. Il y a de très nombreuses cases dans lesquelles Hugo Pratt copie. Alors, il prend 3-4 cases, il en fait une planche. Bon, c'est assez étonnant, c'est assez rigolo à voir. Jean-Dominique en recherche toujours et en trouve toujours. Je pense qu'on pourrait faire un livre sur l'influence et les dessins de Milton Caniff repris par Hugo Pratt. Ensuite, il va reprendre ces dessins, mais ça sera
de manière un peu plus différente. Et ce sera plus sous forme d'hommage. Quand on regarde, par exemple, ce strip de Milton Caniff en 1936, on voit les personnages et on retrouve les mêmes dans Sergeant Kirk dessiné en 1959, mais on n'est plus dans la copie. On est dans une reprise, on est dans une réinterprétation, on est dans une sorte d'hommage. Encore une fois, c'est pas, on n'est plus. Il a son style. Au départ, il n'a pas de style propre. Il va trouver un style qui lui est propre, à mon avis. Entre 53 et 55, il commence à être vraiment, vraiment bon. Au début, je dirais, il gâche du plâtre pendant une petite dizaine d'années en reprenant principalement des traits et du style des comics américains. Alors, il n'y a pas que Milton Caniff. Là, ça, c'est Pascal Leyeux qui a retrouvé ses sources. On a aussi du Frank Robbins, on a du Alex Raymond. Tous les grands dessinateurs américains sont repris par Hugo Pratt. Comme je le disais juste auparavant, on arrive ensuite à une période, la période 57, quand Oesterheld, les frères Oesterheld créent les éditions Frontera. Là, ils basent beaucoup de leurs histoires sur des bandes dessinées par Hugo Pratt, qui est alors sur un style, un summum de son dessin, un summum argentin, 57-62, ça va être une très grande période graphique pour Hugo Pratt, dans des styles différents. Il dessine 3 séries principalement pour ces magazines-là, Ticonderoga, Ernie Pike et toujours Sergeant Kirk pour Mysterix, mais on verra des styles plus ou moins marqués avec des influences différentes, avec des noirs et blancs, mais du dessin à la plume aussi à certains moments, et puis des dessins de plus en plus rapides, de plus en plus anguleux. Donc c'est là, début 59, qu'on arrive à avoir je dirais, la première influence graphique plus forte, elle est celle de l'expressionnisme. Elle se retrouve d'abord dans des couvertures. Donc là, vous avez une couverture de 61 et une case de Sergeant Kirk, où on retrouve effectivement le trait qui était très fin, qui va devenir un trait très anguleux, qui va devenir cassant, qui va devenir géométrique, avec certaines lignes très épaisses. Donc là, on a un changement de style, pas continu, hein, c'est des petits points sur certaines couvertures. À quel moment? C'est quand il parle effectivement de thèmes qui sont la mort, la guerre, des mutilations. Son objectif, il est à ce moment-là, rien que par le dessin, à faire ressentir les émotions. Les émotions de l'ensemble des protagonistes qu'il dessine. Et en ça, il est l'héritier du mouvement expressionniste, mouvement qui débarre au début du siècle, un peu avant la Première Guerre mondiale en Allemagne, jusqu'après. Là, on a un exemple avec Autodix en 1924, et vous voyez le parallèle évident entre ce qu'a pu refaire Hugo Pratt sur une couverture d'Horacero en 1961. Donc là, effectivement, ce mouvement qui est plutôt d'ailleurs, qui n'est pas réellement un mouvement, souvent ce sont des artistes isolés qui se lancent là-dedans avec une volonté
déformer un petit peu la réalité, hein. Ça va à l'encontre de l'impressionnisme, c'est déformer les traits pour arriver à montrer une réaction émotionnelle forte pour la montrer, les visions angoissantes, styliser la réalité pour atteindre une plus grande intensité émotive. Et donc, Pratt, là, utilise ce principe, enfin, ce type de dessin dans des couvertures et majoritairement aussi dans des illustrations. Dans des illustrations, il le fera en 61 une douzaine d'illustrations dans un magazine qui s'appelle VA Ilea, qui sont toutes dessinées dans cette veine. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il n'a pas forcément repris ce type de dessin ensuite quand même très fortement. Quand on découvre pour la première fois ces dessins, on a du mal à reconnaître l'Hugo Pratt qu'on connaît après, mais qui font effectivement référence à un certain nombre d'artistes du groupe Die Brücke, précurseur de l'expressionnisme. Donc, on peut penser à Erich Heckel, Émile Nolde, sur des noirs et blancs, des figures géométriques, encore une fois, un dessin très, très expressif. Donc, ça, il va le poursuivre un petit peu, pas très longtemps. On voit que sur certaines femmes, on l'a aussi, moins torturées. D'ailleurs, comment on voit qu'il hésite à torturer, torturer les femmes, à les déformer. Il a plutôt tendance à essayer de les embellir, même s'il garde un trait très, très spécifique, droit, qu'il ne retrouvera pas après. On peut se demander si les personnages qu'il a dessinés, certains de ces personnages à l'époque étaient des compagnes ou des amis qu'il a effectivement croqués, un peu à la manière de Bernard Buffet à la même époque, quand il dessinait sa compagne d'alors. On a aussi un peu dans la veine expressionniste, on va pas tellement en parler, mais il va dans les pas de Klimt et Schiele, surtout quand il va faire dans les années 80, série de dessins et d'aquarelles à caractère érotique. Et là, il y a un certain nombre de poses qui sont reprises directement en hommage à Gustav Klimt et à Schiele. Bien qu'ils disent que c'était des dessins de mémoire qu'il avait des camps quand il était en Éthiopie, on voit qu'a priori, il y a d'autres sources d'inspiration que simplement sa propre vie. Voilà, donc ça c'est une petite digression, mais qui intéressante de voir qu'on pourrait étudier un peu plus à fond aussi. Alors, on arrive en 60-61 à la fin de... Il est parti en Angleterre pendant un an, il a dessiné des récits de guerre, il revient et on a dans des bandes dessinées ces types de personnages très torturés. Et pour Hugo, c'est vrai que certaines cases virent peut-être à la limite de l'abstraction. C'est quand il fait des explosions, quand il dessine comme ça, on commence à voir certaines cases où difficile de revoir tout ce qu'il a voulu forcément dessiner. Certains contours disparaissent, certaines cases sont agrandies. Alors, on va retrouver ce type de dessin dans Corto Maltese ensuite. C'est pour ça que dans certaines cases, on va revoir ça, c'est-à-dire pas de contours, des explosions, des visages très expressifs, déformés,
qui montre un petit peu des figures tendues, brusques. On voit qu'il souhaite montrer plus de vie par ce dessin, plus de mouvement. C'est pour moi typiquement, encore une fois, un mélange bien évidemment de canif, mais qui est passé à la moulinette, encore une fois, de cette tendance expressionniste du début du siècle. Donc là, et c'est ce qui fait, à mon avis, le charme effectivement de tout ce qu'on peut voir dans certains dessins d'Hugo Pratt, de sa deuxième partie après 70. Donc, on le voit dans Corto Maltese, on le voit aussi dans d'autres bandes, dont la Macumba du Gringo, dont Dominique a un petit peu, il y a 2 jours, avec des cases absolument extraordinaires, des dessins qu'on a vus nulle part jusqu'à présent dans la bande dessinée. Voilà. Alors, certaines cases, comme on a vu tout à l'heure, vont encore plus vers l'abstraction. On a des dessins dans certains récits de Ernie Pike à l'époque où il est impossible de retrouver ce qu'on a. Et là, on s'approche de l'expressionnisme abstrait. Il en a parlé, d'ailleurs, je vous ai mis là une référence à Marc Tobey et une case. Il en a parlé, je sais, dans une interview, je crois, avec Eddie de Volder. Il parle de l'expressionnisme, il parle de Pollock, il parle de Tobey. Il dit ce qui m'intéresse, c'est on dirait des cellules cancéreuses. Et en fait, il reprend ça dans ses dessins. Bien sûr, il ne le dit pas, ce n'est pas même dimension, mais il reprend ce type de dessin. On peut le voir sur Marc Tobey, sur des dessins de Pollock qui sont plus ou moins repris, en tout cas dans le style, dans La balade de la mer Salée. On a d'autres cases plus de type tachisme. Enfin, il est là, on est un peu dans la mini action painting, puisqu'on n'est pas à l'échelle d'un tableau, mais on est à l'échelle d'une case. Là, par ces cases assez exceptionnelles, je pense qu'Hugo Pratt cherche à non seulement l'innovation picturale, mais surtout de marquer un certain rythme, marquer des silences, c'est à la fois un espace de liberté, de respiration et une certaine maîtrise du temps dans la narration. Ça permet de construire le récit plus lentement, d'amener des pauses, d'amener des lectures. Donc, on aura ce type de case, encore une fois, de manière ponctuelle, irrégulière, mais jusqu'à la fin, jusqu'en 92, jusqu'à Mu, jusqu'à même après. Donc, expressionnisme abstrait, il s'en est inspiré pour l'ensemble de ses travaux. Arrivé en 62, je pense qu'à ce moment-là, voilà, on a ce type de case, encore une fois, assez extraordinaire. Je pense que Hugo ne sait plus exactement où aller, quelle évolution avoir. Et là, il a des discussions avec un autre de ses dessinateurs qui dessine pour les frères Oesterheld, célèbre dessinateur Alberto Breccia, qui l'encourage à aller encore plus loin dans ce qu'il fait. Et Breccia va aller plus loin, va faire un dessin encore plus expressionniste, avec de nouvelles tentatives de grattage. Donc, il va aller beaucoup plus loin dans l'art expressionniste noir et blanc et la déformation des visages. Munoz va aussi faire ça. Pratt, à ce moment-là, s'arrête. Pourquoi s'arrête-t-il ? À mon avis, il est un peu perdu.
j'ai remis cette petite case sur pour montrer, pour situer. On le voit dans l'exposition de Bordeaux, il y a reprise des autoportraits d'Hugo Pratt. Là, je vous ai mis les premiers autoportraits qui se dessinent dans les histoires entre 57 et 62, où en fait, on voit progressivement je dirais, la perte de confiance d'Hugo. En 62, là, dans l'autoportrait en tant que lieutenant Sulter, quand c'est un lieutenant qui a trahi son équipe, et on le sent perdu. Et je pense qu'en 62, à la fin de la période argentine, il n'a plus vraiment d'éditeur, il a des problèmes sentimentaux, graphiquement, il arrive à presque une impasse. Soit il va plus loin et il va virer vers Brescia, soit il faut qu'il change. Et donc, je pense que là, c'est le départ pour l'Italie. Il va continuer à faire deux nouvelles bandes. Il change complètement de dessin. Il va aller sur une autre ligne où il va reprendre du blanc. Je dirais, il était beaucoup dans le noir. Il va s'ouvrir. Et donc, on a Capitaine Cormoran, on a Welling, on a des grandes comment dire, on a des grands horizons qui commencent à s'ouvrir et qui vont déboucher progressivement sur les récits qu'on peut connaître comme la balade de la mer Salée. Alors, en parallèle, on va faire une petite... on ne va pas parler de la période 62-67 d'évolution graphique de Pratt, sur les bandes qui dessinent à ce moment-là en Italie pour le Corriere dei Piccoli. Beaucoup d'innovations. Il va être en complète recherche, encore une fois. Il va chercher, il va faire des nouvelles tentatives, il va faire de l'encre de Chine, il va faire à la plume, il va faire des grandes masses noires, enfin bon. Il va déformer, encore une fois, aussi ces personnages, casser les cases. Mais ce qui va, à mon avis, être le plus marquant, c'est l'influence qu'il a, qui reprend du pop art. Donc là, on change complètement. On est en 61. Lichtenstein, qui est un peintre expressionniste abstrait, casse les codes. Et veut montrer autre chose dans le cadre de sa peinture et détourne un dessin de Walt Disney, un dessin de petit format, et en fait un tableau en simplifiant les traits, simplifiant les couleurs, rajoutant une bulle. Donc là, c'est encore une fois, en réaction à l'expressionnisme abstrait, on retourne vers le figuratif. Et Pratt est très marqué par ce travail. Pour lui, il le dit, Warhol, Lichtenstein ont piraté la bande dessinée pour réaliser des tableaux. Ça ne lui plaît pas forcément. On le voit sur le deuxième exemple, là, Wham de Lichtenstein, pareil, il reprend une case en la simplifiant. Et donc, un peu en réaction au mouvement pop art du début des années 60, Hugo Pratt va faire un peu l'inverse. Enfin, ce qu'il dit est l'inverse. Il dit j'ai pour ma part pris des Lichtenstein que j'ai réduits à l'état de vignette, presque au format de timbre-poste. Lorsqu'on a affirmé que la peinture abstraite n'était plus possible, je me suis mis à en faire, à la manière d'une blague peut-être, mais derrière cela, il y avait néanmoins un fond de vérité. Et on arrive en 1965,
où Hugo Pratt n'est quand même à du temps parce que c'est une période de vache maigre en termes de publication. Il n'a que le Corriere dei Piccoli, que quelques petites bandes. Lui qui avait appris à dessiner très rapidement, il dessine beaucoup moins. Et donc, il se lance dans une tentative de peinture. Il va exposer. Donc, il va exposer une dizaine ou une douzaine de tableaux à Venise. Sur une exposition qui s'appelle la Telefonata, qui est, comme vous pouvez le voir, des tableaux qui montrent une femme qui est en train de téléphoner, et il va faire une série de portraits avec des cases agrandies, des agrandissements plus ou moins forts, plus ou moins grands, rectangulaires, des formats qui sont de près d'1 mètre, 80 à 1 mètre, donc avec des couleurs vives. Il reprend les codes du pop art et il le fait à sa manière, un petit peu ce qu'a fait Liechtenstein, des reprises de codes. Alors, il fait ça, il le fait, à mon avis, aussi pour être reconnu, parce que la bande dessinée, ça marche moins bien. Il n'est pas tellement reconnu en tant qu'auteur de bande dessinée, et il se dit, tiens, pourquoi pas? Donc, il essaye. Là, on voit derrière la taille du tableau, hein. Donc, vous voyez, il s'essaye à ça. Il est fier de lui, mais ça n'a pas tellement de succès. Il ne vend pas, a priori, énormément de tableaux. Deuxième tentative, 2 ans plus tard, nouvelle exposition en 67, en juin, A Tale of Tintagel. Et là, il détourne, alors c'est un exercice, c'est encore un autre exercice. Il détourne des travaux, des œuvres de Giorgio di Chirico, principalement. Il n'y a pas que ça, mais principalement. Et vous pouvez voir là, j'ai mis en parallèle un tableau de Di Chirico de 1926 et la traduction qu'en fait Hugo Pratt. Alors, il fait un petit peu comme Liechtenstein, c'est-à-dire qu'il reprend le tableau, il en simplifie les formes, il les détourne, il reprend un masque, il en fait un super-héros, il rajoute une bulle. Donc, en même temps, il en fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il a pris un tableau et il en fait comme une case de bande dessinée agrandie. C'est un travail assez étonnant qui reprend sur plusieurs tableaux. On peut en voir un derrière là. Et ce que j'ai trouvé, alors ça mérite vérification, mais il y aurait un tableau dessiné par Pratt en 67 qui aurait repris ces systèmes de mannequins, et un tableau de Di Chirico que j'ai trouvé daté de 1973. Il a repris cette série des masques après 70, ce qui voudrait dire que Di Chirico a fait un clin d'œil aussi à Hugo Pratt postérieurement à ce qu'il a fait. C'est à vérifier, mais voilà. Donc là, il s'agit des 2 expositions dont on a des traces. Il reste quelques tableaux, même si on n'a pas l'ensemble des reproductions, de la veine complètement pop art d'Hugo Pratt. Le format, cette fois, est passé de un format carré. On est resté dans des teintes très vives. Il fait quelques petits tableaux comme ça. Alors là, bon, c'est amusant. Une pin-up de Playboy qui redessine sous une forme de ces tableaux carrés. Et puis, on va arriver très rapidement à un autre type de travaux, qui va être un mélange de ce qu'on a pu voir chez des artistes pop art reconnus. Là, James Rosenquist qui fait des collages
de photos de Marilyn Monroe juxtaposées, et puis les multiplications de photos d'Andy Warhol. Alors, Pratt va faire de son côté des séries, plusieurs séries de portfolios, dont le premier est les Grenadiers en 1967, juste après la deuxième exposition pardon, de tableaux. Donc là, il va faire des séries de sérigraphie à assez peu d'exemplaires, tirés en général entre 50 et 200 exemplaires pour l'ensemble de ces séries qu'on peut qualifier de pop art. Un peu à la Warhol, il faut multiplier. C'est une des caractéristiques du pop art, c'est aussi d'avoir des œuvres qui se multiplient, qui sont accessibles à tous, sans avoir d'œuvre originale par elle-même. Donc la sérigraphie, pour ça, est facile. Elle a aussi l'intérêt de pouvoir travailler sur les couleurs vives, très fortes. Donc là, il fait une première série de tableaux. Et le principe qu'on va retrouver sur l'ensemble de ces séries qui poursuivra tout au long de sa carrière sont toujours le morcellement et l'agrandissement. Donc, il va prendre un sujet, ici les grenadiers, et il va prendre des petites cases, il va prendre l'insigne, il va prendre le bouton, il va l'agrandir. Et comme vous pouvez voir à droite, cette manière-là, ce type de travail va tellement lui plaire qu'en fait, quand il aura son exposition au Grand Palais en 1986, pour l'affiche, il ne va pas reprendre le personnage de Corto Maltese, il va reprendre cette première série de sérigraphie sur les grenadiers. Je pense que c'est quelque part pour montrer aussi qu'il n'est pas qu'un dessinateur de bande dessinée et qu'il n'est pas que reconnu pour cela. Et d'ailleurs, autre chose, quand on regarde certaines photos qui sont chez lui, au mur, il expose son travail, c'est sous forme de tableau ou sous forme de sérigraphie, mais vous ne verrez jamais de planches de Corto Maltese, ni même d'aquarelle. Donc, il va poursuivre ce travail-là à partir de 67 jusqu'à la fin, jusqu'à Mu. Donc là, je vous ai mis un portfolio qui contient qu'une seule feuille, West-Nord-Ouest, le portfolio flamenco qui est exposé à Bordeaux en ce moment, qui est dont la photo est là. Tango, que vous avez retrouvé sur je dirais là, sur l'invitation, qui est bien évidemment la couverture de l'album de Corto Maltese, mais dont il a tiré aussi un portfolio de 12 folios. Voilà. Alors, cette veine pop art se retrouve également dans les couvertures de l'époque qui signent donc dès 67 avec la revue Sergent Kirk. Comme on a vu, la deuxième exposition qu'il fait date de juin 67. C'est exactement la veille, enfin le mois avant le lancement de la revue Sergent Kirk, revue qui va lancer la balade de la mer Salée. Donc elle apparaît la balade de la mer Salée et donc dans lequel va apparaître Corto Maltese. Donc comme vous pouvez le voir sur les premières revues, on a la pin-up, thème classique, travaillé en pop art, avec derrière les cases agrandies. Donc certaines couvertures très, très classiques. Marilyn, comme vous avez pu le voir, qui a été travaillée par Rosenquist, par Andy Warhol ici, Pratt, lui aussi reprend les thèmes. Donc là, vous voyez une série de cases agrandies, encore une fois, de Marilyn, qui dessinera pour le cinéma de Lausanne, fin des années 80. Donc, il s'empare des techniques, mais il s'empare des thèmes également. Donc, Pin-up, Marilyn,
Walt Disney. Là aussi, quand on lui demandera de faire un hommage à Donald, il fera un Donald avec des pop art. Bon, on le retrouve dans un ouvrage collectif, I Love Paperino. Les cigarettes et la publicité, thème aussi qui a été travaillé par plusieurs artistes pop art. Alors, en général, c'était pour dénoncer les publicités des cigarettes et de la société de consommation. Le travail de Pratt, il est un peu à l'inverse. Là, pour le coup, il est sur un concours de la CETA pour imaginer un nouveau packaging pour des paquets de cigarettes. Et donc, il fait également une série gitane à la manière pop art. Donc, il ne sera pas retenu pour être sur les paquets de cigarettes, mais alors que les autres dénonçaient la pub, lui se sert du pop art pour en faire une publicité. Toujours un petit écart par rapport je dirais, à cette distance qu'il a vis-à-vis du mouvement et cette défiance depuis le début. Même s'il est, comme on l'a vu, constamment, à la limite, constamment intéressé par l'ensemble de ce travail. Alors, en bande dessinée, on le retrouve bien évidemment dans des planches qui sont très célèbres, aussi bien dans Corto Maltese au début des années 70, donc ici une planche des hommes léopards de Rufiji en 1973, une autre planche, souvent ce sont des planches de début d'épisodes, d'histoire, dans À l'ouest de l'Éden, très, très, très belle histoire aussi dont on a parlé mardi, enfin, dont Dominique a parlé. Pareil, on est à la limite de l'influence cinématographique avec un travelling avant ou un travelling arrière, et on est en même temps dans le pop art, dans l'agrandissement, dans la juxtaposition. On le voit là aussi dans la première case de Tango, puis j'ai repris, alors c'est pas la première case, mais une planche qui est aussi visible à l'exposition de Bordeaux, donc dans son dernier dans sa dernière aventure de Corto Maltese, dans Mu. Voilà, c'est donc tout au long, il y en a plusieurs, hein, j'ai pas repris, mais la principale influence pop art qu'on a effectivement dans le travail de Corto, enfin dans les histoires, sont dans ces planches-là, des planches carrées avec des agrandissements, avec des juxtapositions et une caractéristique souvent qui se dévoile avec un personnage qui arrive en dernière case complètement décalé et qui vient percuter le lecteur. La dernière influence, je dirais, du mouvement sur son œuvre, elle vient dans le choix des couleurs d'Hugo Pratt au tout début de la mise en couleur des albums de Corto Maltese dans les années 70, avec des couleurs très, très flashy, des violets, des mauves, des oranges, qu'il a demandé à sa compagne de l'époque, Anne Frognier, et qui sont dans les premiers albums mis en couleur, que ce soit dans les albums Publicness ou les albums Casterman de l'époque. Donc, voilà. On arrive, là j'ai repris une case. Il synthétise dans ses propos, dans cette phrase, Hugo Pratt synthétise bien son travail. Et il dit, d'un point de vue graphique, Corto Maltese, c'est un certain style de dessin en noir et blanc, en masse colorée, avec abstraite. C'est aussi un mode elliptique, sans bavardage, silencieux, avec l'objectif et évidemment de réaliser une bande très dépouillée, incisive, efficace. Donc il se dépouille, il avance, il évolue continuellement. Il prend dans les auteurs qui l'ont inspiré,
dans les peintres qui l'ont initié. Et donc, il est toujours à la limite de ce travail d'artisanat. Il se revendique artisan de la bande dessinée et non pas artiste. Donc, il le dit, il n'a pas à se préoccuper de savoir si la bande dessinée est un art ou pas. Pour lui, c'est un artisan qui lui permet de s'exprimer par des moyens simples qui ne nécessitent pas de gros investissements. Et puis, en même temps, en parallèle, il reconnaît quand même sa qualité de peintre, d'artiste, en particulier quand il dit certains me considèrent comme un plasticien, d'ailleurs ne me connaissent que comme ça, mais il rebondit dans la dernière phrase en disant non, je suis tout d'abord un auteur de bande dessinée qui peint également. Et je pense que c'est très important. Il considère avant tout, même s'il a pu peindre, même si on l'a vu faire des travaux annexes en termes de sérigraphie, puis plus tard en aquarelle, avant tout, Hugo Pratt se considère comme un auteur de bande dessinée connu. Mais, comme toujours avec Hugo, toujours dans l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans cette case qui est assez extraordinaire, une case de Lombra en 1965, donc on est dans la période vache-maigre du Corriere dei Piccoli, il n'a pas encore dessiné Corto Maltese, il est inconnu, il commence je dirais son exposition de la Telefonata, la première exposition pop art, et dans la case dans cette case-là, qu'est-ce qu'on voit derrière le grand méchant bandit bien arrivé? Un beau tableau, un tableau en fait signé Hugo Pratt, un tableau qui vient de présenter dans son exposition, tableau qu'il retrouvera chez lui, qu'il exposera à Malamocco dans les années 70. Donc tout ça pour dire qu'il navigue. Il est auteur de bande dessinée, mais à mon avis, il aurait bien aimé aussi être reconnu en tant que peintre. Je termine sur cette dernière planche qui est présentée à Bordeaux, qui est encore une fois une planche tirée de la balade de la mer Salée, œuvre extraordinaire. Et pour rappeler que, il l'a dit, en fait, l'image, c'est quelque chose qu'il était prêt à recevoir et à donner. Et que l'image a été plus importante pour lui que le texte, ce qui n'a pas toujours été le cas. Peut-être qu'à la fin, le texte prend le pas sur l'image. Mais voilà. Donc là, j'espère avoir réussi à montrer quelques influences expressionnisme et pop art sur l'œuvre d'Hugo Pratt. Il y a d'autres choses à voir dans la deuxième partie. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais sachez que l'évolution ne s'arrête pas en 70, il a continué. Voilà, mais je vous remercie, puis bienvenue à la discussion. Merci beaucoup Bertrand Houillon pour cette brillante démonstration et cette analyse si fine et si précise des sources d'influence d'Hugo Pratt dans son travail, autant dans les tout débuts et tout au cours de sa création. Alors, je vous invite les uns les autres à poser des questions à travers le chat qui se trouve en bas, l'occurrence qui s'intitule « Discussion sur votre ordinateur ». Si vous souhaitez prendre la parole, il vous suffit de cliquer sur la petite main de votre ordinateur et nous vous ouvrirons la parole. Peut-être que Juliette a déjà quelque chose à dire ou bien Monsieur Petitfaux. Oui, en ce qui me concerne, je trouve que c'est absolument passionnant de voir à quel point Hugo Pratt et la bande dessinée en général s'intègrent dans une véritable histoire de l'art en fait du XXe siècle. Vous avez parlé donc de l'expressionnisme allemand, vous êtes allé passer par le pop art et presque même le surréalisme avec De Chirico. Et ce qui m'intriguait énormément, c'est que vous avez beaucoup parlé donc, de son inspiration, en particulier de Die Brücke.
Voilà, donc l'expressionnisme allemand. Et je me demandais, qu'en est-il finalement du futurisme italien, dans le sens où originaire d'Italie et en plus notablement marqué par le fascisme, on peut se poser la question de la résonance en fait de ce courant qui a beaucoup marqué le début des années Mussolini. Je me posais la question justement de cette non-influence ou potentielle influence. Ouais, j'avoue que j'ai pas je veux bien étudier. J'ai pas regardé attentivement. Euh, euh, je dirais que, à mon avis, comme il est plus sur l'influence expressionniste, l'expressionniste, ça a été art dégénéré, hein, pour Mussolini à cette époque-là. Donc, je suis pas sûr qu'il soit dans la mouvance mussolinienne. Si on voulait reprendre effectivement les propos d'il y a 2 jours euh, sur quelle influence vis-à-vis du fascisme, je pense qu'il n'était pas forcément. Mais en même temps, sur ça mérite d'être étudié parce que il y a quand même des influences indirectes sur un type d'art. Quand, par exemple, dans l'avant-dernière histoire de Corto Maltese dans les Helvétiques, quand il s'inspire comment euh, de Tamara de Lempicka, il la met en scène. On est plus dans un dessin là, et lui-même expose. Il y a une photo aussi où il est chez lui dans les années 70 avec une peinture de Tamara de Lempicka, enfin une reproduction derrière lui. Donc on voit qu'il est encore dans d'autres influences. Il n'est pas que sur ce qu'on a vu. Donc ça mérite d'être approfondi. Et j'essaierai, je regarderai. Je vous remercie. En tout cas, j'ai trouvé que vraiment l'inspiration de l'expressionnisme, en tout cas, était tout à fait claire hein, dans le graphisme autant que dans les thèmes finalement. Et je me demandais également, est-ce que finalement les inspirations qu'on peut trouver dans l'expressionnisme, comme le primitivisme par exemple, ont pu inspirer son envie d'exploration en fait de culture extra-occidentale par exemple, même si elles étaient déjà certainement présentes à l'origine. Là aussi, alors, est-ce que il a voyagé très tôt aussi, Oui. hein, il est très curieux. Il part en Afrique, il a 10 ans. Il a de par lui-même, je dirais, il est plus attiré par son boy indigène que par son père fasciste. Donc là aussi, je pense que c'est peut-être, et je suis pas sûr qu'à cette époque, ils connaissent les mouvements, les mouvements artistiques. Il est attiré enfin, l'exotisme, c'est surtout les bandes dessinées, les comics américains de l'époque. Il dévore tous les journaux qui arrivent dans les années, à partir de 1934 en Italie, 1934-1935. Topolino, l'Audace, l'Aventuroso, sont des magazines qui lui apportent les bandes donc américaines, qui sont, alors là, pour le coup, qui se passent en Asie, en Afrique. Donc moi, je crois que son ouverture sur les peuples, elle se fait par la lecture, peut-être pas que par les bandes dessinées, hein, aussi par le cinéma. Hein. Il a été beaucoup au cinéma aussi à Venise avec sa grand-mère. Donc, c'est plus, à mon avis, par ses lectures, par les films qui s'ouvrent à une culture, je dirais, sur le monde. Très bien, merci. Je vois que Katia, tu as peut-être une question à poser.
Oui, merci Bertrand, merci beaucoup, c'était passionnant. Moi, je me demandais si Pratt a fréquenté ces artistes qui l'influencent. Il est contemporain de Warhol, il est contemporain de Liechtenstein. Est-ce qu'on sait s'il les a croisés à un moment ou à un autre? Est-ce qu'il a Je vais, fréquenté aussi tous ces artistes autrement qu'avec ses milliers de livres chez lui? je vais faire appel à mon joker, Dominique. J'ai pas connaissance. J'ai pas connaissance. Il a connu Dizzy Gillespie, ça c'est sûr. J'ai un autographe de Dizzy à Hugo et on a des photos. Donc ça, je sais. Mais sur les peintres, pas à ma connaissance. Les peintres et le milieu artistique en Et le milieu général, hein. artistique en général. Mm. Alors, Milton Caniff, il l'a rencontré. Mais je veux dire, en dehors de la bande dessinée, je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'il ait beaucoup rencontré de peintres. Milton Caniff, effectivement, le modèle de sa jeunesse, il l'a rencontré en 1972 et il en avait les larmes aux yeux. Donc c'est parce que c'était vraiment un rêve de le rencontrer. Mais il n'était pas finalement très introduit dans ce milieu. Il a toujours été un peu en marge, mais lui-même se voyait un peu comme un marginal. Donc non, il n'était pas familier de tous ces gens. Quand vous dites qu'il s'empare des techniques du pop art, alors on a bien compris les différentes sources d'influence, le format, etc. Mais quand il expose lui-même des œuvres d'art, donc des peintures, alors je ne sais pas, est-ce que ce sont des peintures, ce sont des sérigraphies, est-ce qu'il réemployait les techniques d'Andy Warhol ou Alors, tout était toujours peint ou aquarellé? non, les deux premières sont des toiles. Hein. Les deux premières expositions sont des toiles à l'acrylique, grand format, et après uniquement sous forme de sérigraphie. D'accord. Donc, toutes ces séances, toutes ces séquences donc qu'on a vues, les grenadiers, tango, flamenco, mu, il ne refera plus de toiles. Après, et ça sera la dernière partie, il ne fera que des aquarelles. Il ne va plus reprendre cette technique-là. Et pour le coup, sur les aquarelles, c'est d'autres inspirations. Ça n'a plus rien à voir avec le pop art. Oui. Ce qui l'amusait beaucoup, ce qui l'intéressait, notamment dans sa technique du zoom arrière ou du travelling avant, c'est de montrer comment un dessin qui est réaliste, à force d'être grossi, peut devenir abstrait, ou l'inverse. Hein, dans la fameuse planche que Bertrand Houillon a montré qui en tête de l'album Les Éthiopiques, on croit d'abord qu'on a affaire à une juxtaposition de traits noirs et de traits blancs. Et puis, au fur et à mesure qu'on recule, on se rend compte qu'il s'agit du pelage d'un zèbre. Il aimait beaucoup montrer que finalement, l'art abstrait et l'art réaliste ne sont pas aussi opposés qu'on veut bien le dire. Tout dépend de la façon dont on regarde. Et ça l'intéressait beaucoup. Encore une fois, on retrouve chez Pratt l'idée de frontière, hein, dont j'avais parlé avant-hier. Où est la frontière? Où est la frontière ici entre l'art réaliste et l'art abstrait? Et alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dominique. Mais il part tout le temps du figuratif pour en faire de l'abstraction. Il ne se lance, à ma connaissance, jamais dans un dessin totalement abstrait de pure imagination. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas allé, parce qu'il en était bien évidemment capable, mais pour moi, il reste tout le temps, pour lui, c'est la représentation de quelque chose. Il arrive à l'abstraction par la représentation de quelque chose agrandi ou des éléments, ou par une technique pour montrer un mouvement, pour montrer quelque chose. Donc, il arrive à l'abstraction. Mais il ne part pas sur le fait de dire je vais faire quelque chose qui n'a pas de sens. Il y a tout le temps un sens derrière. Pardon, j'ai une autre question, peut-être un peu en marge de tout ce que vous avez dit, mais je suis assez intriguée par cette exposition au Grand Palais en 1986.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il est intervenu, est-ce qu'il y avait un commissariat ou est-ce que c'est lui qui a vraiment pris la main sur le choix des planches, le choix des œuvres, la scénographie? À quoi ressemblait cette expo? Et il me semble pas qu'on ait eu beaucoup d'expositions monographiques consacrées à des auteurs de BD au Grand Palais. C'est assez exceptionnel. C'est le Est-ce que, premier. voilà, Oui. c'est le premier, C'est le hein? premier. Mais Ouais. je laisse Dominique, qui le connaissait à l'époque, qui l'a connu juste avant, et nous raconter l'Expo du Grand Palais. Oui, c'est effectivement une date importante, non seulement dans la carrière de Prat, mais dans la reconnaissance de la bande dessinée, puisque c'est pour la première fois en France qu'on avait une exposition d'un auteur de bande dessinée dans un grand musée national. Donc c'était en mars 86. C'était une époque où la bande dessinée en France commençait à être reconnue, puisque pendant très longtemps, pendant un siècle, elle avait été considérée comme quelque chose de sans importance. Et puis, à partir en gros des années 70, petit à petit, on se rend compte qu'on n'est pas forcément un imbécile quand on lit des bandes dessinées, qu'il y a une dimension artistique. Et donc, la consécration, c'est 86. Je pense que Jack Lang, qui était ministre de la Culture juste avant, a beaucoup joué. Jack Lang a décidé de prendre en compte des formes artistiques qui n'étaient pas bien reconnues avant lui, et la bande dessinée en faisait partie. Donc, Jack Lang a, par exemple, réussi à traîner François Mitterrand au festival à Angoulême, et en 86, en mars 86, il y a donc l'inauguration de cette exposition au Grand Palais. Alors, il y avait évidemment beaucoup de planches, il y a un catalogue qui est superbe, et il y avait des aquarelles qui étaient en fait agrandies, parce que ce qu'ils avaient à montrer était en général de petite taille, et il avait été décidé qu'il y aurait des agrandissements. Enfin, moi je me souviens cette journée d'inauguration, donc en mars 86, c'était tout à fait surprenant. Effectivement, la découverte par les journalistes qui étaient spécialisés dans les domaines artistiques qu'il y avait une dimension artistique dans la bande dessinée. Donc ça a été vraiment une période très, très, très étonnante. Mais c'est un peu, on ne pense plus beaucoup à cette exposition. C'est-à-dire quand il y a eu une exposition Hergé il y a quelques années au Grand Palais, on avait oublié en fait qu'il y avait eu Prat dès 86. Mais bon, voilà, il y a eu deux dates importantes dans la reconnaissance de la bande dessinée en France. Il y a eu d'abord la toute première exposition sur la bande dessinée en général, pas sur Prat, c'était en 1967 au Musée des Arts Décoratifs, qui est une aile du Louvre, où là, on avait montré notamment des auteurs de bande dessinée américaines, c'est-à-dire on avait même enlevé carrément le texte de leur bulle pour bien que les gens se focalisent sur le dessin. Donc, c'est la grande exposition qui s'appelait Bande dessinée et figuration narrative. Donc, ça, c'est 67. Et puis, exposition sur un auteur particulier, c'est Prat en 86. Ce sont vraiment les deux grandes dates dans la reconnaissance de la bande dessinée. On pourrait refaire une exposition avec un agrandissement de certaines des cases qui ont été montrées aujourd'hui, puis il y en a d'autres. Ça serait extra. On verrait à quel point, on le fait à Bordeaux sur les objets ethniques, enfin les arts premiers, on le voit bien. Mais si on faisait la même chose d'un point de vue peinture, influence de certains auteurs et de peintres, on arriverait, à mon avis, à une exposition extraordinaire aussi, dans un autre registre. Mais disons, ce que Bertrand n'a pas eu le temps de montrer à fond, c'est que les influences qu'a reçues Prat sont multiples. Et c'est un peu comme ce que je disais avant-hier, si vous voulez, au niveau de la narration. Il a pris un peu partout. Il a eu des influences tout à fait multiples, et de tout cela, il fait une sorte de synthèse. Et il est vraiment le seul à faire ça. C'est-à-dire, on a l'impression avec Prat qu'on a affaire à quelqu'un qui prend en compte, si vous voulez, la totalité de ce qui a été fait avant lui, aussi bien sur le plan du récit d'aventure qu'au niveau
pictural. C'est quelqu'un qui s'intéresse à tout et qui prend tout en compte et qui le transforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous pourrions peut-être, si notre assemblée n'a plus de questions à poser à notre conférencier, terminer sur ces paroles de Dominique Petitfaux. Bon. Je vous donne donc rendez-vous ce week-end pour le grand week-end Hugo Pratt au musée d'Aquitaine. Je l'évoquais en présentation de cette conférence. Donc, je le rappelle, hein, 2 journées exceptionnelles où il vous sera offert la possibilité de rencontrer des invités, des auteurs de BD, d'assister à des films, des conférences, des visites et bien sûr de revoir l'exposition. Voilà, Katia, nous montre l'affiche de cette soirée. Vous avez sur le chat discussion à droite le HTTP avec le programme. Et nous vous donnons également rendez-vous la semaine prochaine, mardi 19 octobre, même heure, même endroit, même heure, pour assister à la conférence donc, de Michel Pierre, Hugo Pratt, Image d'une vie, imaginaire d'une œuvre. Je rappelle que Michel Pierre est co-commissaire avec Paul Mataron de l'exposition qui se tient à Bordeaux en ce moment. Merci à tous, merci pour votre fidélité, merci d'avoir été si nombreux et nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon week-end. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.